Le garçon demanda gentiment à un passant s'il avait besoin d'aide, sans s'attendre à ce que l'homme devienne violent et le frappe. Le garçon se souvint alors du harcèlement qu'il avait subi au lycée, et furieux, ramassa un marteau posé au sol. L'homme tenta de se relever, mais s'effondra rapidement, inconscient. Réalisant l'ampleur de son geste irréversible, Li Tang fut pris de panique. Non loin de là, une femme en robe jaune passa avec un chien guide, comme si de rien n'était. Mais le chien fut attiré par l'odeur du sang. Li Tang retint son souffle, effrayé à l'idée de faire le moindre bruit. Une fois la femme partie, il s'enfuit précipitamment des lieux. De retour chez lui, il tenta de laver sa culpabilité à l'eau. L'homme mort apparut alors soudainement, lui lançant « Comment peux-tu vivre avec ça ?» Liang se réveilla en sursaut. Il fixa le plafond sombre avant de se redresser brusquement. Il se rendit compte qu'il avait laissé le marteau essentiel sur les lieux du crime. Étonnamment, la police ne trouva pas l'arme le lendemain, et il n'y avait pas non plus de caméra dans la ruelle. Le détective Zhang se rendit dans une supérette à proximité pour interroger le personnel du service de nuit. À ce moment-là, Li Tang, qui remplaçait un collègue du matin, apparut. Le détective Zhang l'emmena à l'extérieur et lui demanda s'il avait entendu quoi que ce soit la nuit précédente. Li Tang se rappela alors ce qu'il s'était passé. Kim Mayongjin et Li Gang étaient restés dehors longtemps après avoir fait des courses, et avaient jeté leurs déchets n'importe comment. Après avoir tout nettoyé, Li Tang emprunta un marteau au gérant du magasin et rentra chez lui. Il aperçut Li Gang allongé dans la ruelle et pensa qu'il dormait, ivre. Il courut alors rattraper Kim Mayongjin pour lui demander gentiment de vérifier l'état de son ami, mais Kim le passa à tabac. Soudain, Li Tang se souvint que la caméra du magasin l'avait filmé empruntant le marteau. Alors qu'il réfléchissait à comment expliquer cela, un collègue du détective Zhang apporta une bonne nouvelle. Un passant avait vu les deux hommes ivres en train de se disputer. Le rapport médico-légal ne montrait que les empreintes des victimes sur la scène, ce qui poussa la police à conclure qu'ils s'étaient entretués. Li Tang poussa un soupir de soulagement. Encore plus chanceux, une mouche s'était posée sur l'objectif de la caméra, masquant le marteau dans sa main. La police découvrit bientôt la raison de la dispute. D'après la femme de Li Gang, les deux hommes s'étaient rencontrés sur un chantier et buvaient souvent ensemble. Au fil du temps, elle développa des sentiments pour Kim Mayongjin. Mais les secrets ne durent jamais, et cela finit en tragédie. Bien que le mobile semblait clair, le détective Zhang avait des doutes. Il remarqua qu'il n'y avait pas de sang sur la brique utilisée comme arme. En enquêtant sur Kim Mayongjin, il ne trouva rien à son sujet. Comme il le soupçonnait, Kim était en réalité un tueur en série recherché. Li Tang ignorait encore la vérité. Il vécut 3 jours dans la peur. Ce n'est qu'en apprenant aux infos que Kim Mayongjin était un criminel recherché qu'il se sentit enfin soulagé. Pendant ce temps, dans une villa, la femme en jaune jouait avec son chien. À l'étage, le marteau ayant servi au meurtre de Kim reposait sur la table. Le jour suivant, Li Tang retourna travailler dans une supérette. Le tintement de la porte, accompagné d'un « bonne journée », lui donnait l'impression que la vie était belle. Mais ce bonheur fut vite brisé par une visite inattendue, la femme en jaune, portant des lunettes de soleil. Elle lui réclama 2 millions de wons. Li Tang, choqué, lui demanda ce qu'elle voulait dire. Elle retira ses lunettes et lui révéla qu'elle n'était pas aveugle. Puis elle lui demanda ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Li Tang s'effondra complètement. Ce « bonne journée » résonnait désormais comme une malédiction. Li Tang consulta son compte bancaire, mais il n'y avait pas plus de 200 000 wons. Pour éviter la prison, il tenta désespérément de réunir l'argent. Il essaya de retourner un téléphone neuf, mais le vendeur refusa. Ensuite, il demanda à son patron une avance de 3 mois, mais cela ne suffisait toujours pas. Poussé par la panique, il vola le livret d'épargne de sa mère et retira tout l'argent. Enfin, il rassembla les 2 millions de wons et se rendit chez la femme comme prévu. Pendant qu'elle préparait du café, elle se présenta comme Yao. Li Tang l'ignora et déposa soigneusement l'argent sur la table. Yao hocha la tête, satisfaite, puis lui demanda 2 millions de wons tous les mois. Liang lui demanda pourquoi elle changeait d'avis, mais elle sortit alors le marteau manquant. Ce soir-là, Liang l'avait laissé sur les lieux du crime et le chien de Yao l'avait ramené chez elle. Li Tang s'en saisit et tenta de partir rapidement. Yao énonça calmement son adresse universitaire et les noms des membres de sa famille. Elle le menaça en ajoutant que son ADN était partout dans sa maison. S'il était accusé, il deviendrait le principal suspect. Même s'il plaidait l'homicide involontaire, il risquait au moins 15 ans. Une fois son discours terminé, Yao afficha un sourire malveillant. Li Tang fit semblant de céder, mais quand elle se relâcha, il la frappa mortellement. Ensuite, il s'empara de l'argent et du marteau, puis s'enfuit. Quelques jours plus tard, le livreur de lait remarqua quelque chose d'étrange. Il escalada un mur et vit une scène choquante. La police boucla rapidement la zone. Le chien courait dans le jardin. Depuis la mort de Yao,
Il avait creusé un grand trou. Dans ce trou, la police découvrit 2 corps en décomposition, les parents de Yao. Li Tang resta allongé chez lui 3 jours, hanté par des visions de Yao morte. Il se demandait pourquoi personne n'était encore venu l'arrêter. Sur la scène du crime, aucune empreinte ni ADN n'avait été retrouvée. Partout, il n'y avait que de la salive de chien, sur la tasse, la table et même la porte d'entrée. Le chien avait passé 3 jours à effacer toutes les preuves. Faute d'indices, le chef d'unité pensa que le chien avait blessé sa maîtresse et ordonna son euthanasie. Sur la route vers l'hôpital, le chien se mit soudainement à aboyer avec rage devant un karaoké. L'agent pensa qu'il était simplement perturbé, sans se douter que le tueur, Li Tang, se trouvait juste à l'étage en train de boire. Non loin de là, 2 voyous ivres cherchaient des ennuis. Récemment sanctionnés par la police pour avoir fumé alors qu'ils étaient mineurs, ils étaient rancuniers. Ils attaquèrent un policier dans un endroit isolé. En sortant du karaoké, Li Tang vit aux infos que Yao était également une tueuse. Il fut choqué de réaliser un schéma. Toutes les personnes qu'il avait tuées méritaient leur sort. Les 2 voyous discutaient dans une ruelle, essayant de trouver comment dissimuler leurs actes, quand ils aperçurent Li Tang s'approcher. Liang remarqua immédiatement les traces de sang sur leurs vêtements. Les visages de Kim Yong-jin et de Yao lui revinrent en mémoire. Le lendemain matin, les 2 voyous furent retrouvés morts dans la ruelle. Li Tang se réveilla chez lui, la tête lourde, le visage couvert de sang. Il se souvenait vaguement avoir été ramené chez lui la veille. Un pavé, un mégot et une note apparurent soudainement dans l'appartement. Sur cette note, figurait un numéro de contact mystérieux. Le détective Zhang rendit visite à la cousine de Yao et apprit que cette dernière était un véritable démon. À l'école, Yao avait fréquenté de mauvaises personnes et avait été défigurée lors d'une soirée sous drogue. Depuis ce jour, elle devint instable. Elle souscrivit 8 assurances-vie pour ses parents, puis planifia leur accident. La cousine retira son bonnet, révélant des cicatrices que Yao lui avait infligées en lui jetant de l'eau bouillante au visage. Elle n'oublierait jamais le sourire satisfait de Yao, admirant son œuvre. Après lui avoir dit au revoir, le détective Zhang partit vers une autre scène de crime. Lors des funérailles, la mère d'un des adolescents tués criait, hystérique, demandant quand la police arrêterait le coupable. Le détective Zhang, agacé, lui dit de ne pas faire obstruction à la justice. Son collègue jugea son attitude trop dure envers la famille de la victime. Mais Zhang expliqua, parfois, les victimes sont aussi des bourreaux. Des années plus tôt, une lycéenne avait été agressée par 2 garçons. Honteuse, elle s'était suicidée. La mère de l'un d'eux s'était présentée aux funérailles en affirmant que la fille avait séduit son fils. Cette même mère était celle qui avait giflé Zhang quelques jours auparavant. Ces 2 garçons, harceleurs, étaient les mêmes voyous tués récemment. Jamais ils ne s'étaient repentis. Pire encore, leur comportement s'était aggravé. Même le détective Zhang commençait à croire que le karma existait. Li Tang appela le mystérieux numéro de la note, mais fut horrifié d'entendre son prénom dès la première seconde. Terrifié, il ferma précipitamment l'application. À cet instant, le facteur lui remit une lettre du tribunal. Quelques jours plus tôt, il avait demandé une avance de salaire de 3 mois, puis n'était jamais revenu. Le propriétaire du magasin l'avait accusé de fraude. Le détective Zhang vit aussi la convocation. En examinant les affaires récentes, il s'aperçut que Li Tang se trouvait à chaque scène de crime. Il devint de plus en plus suspicieux. Pendant ce temps, un agent rendait visite au père de la lycéenne suicidée pour en apprendre plus. À la surprise générale, M. Kang avoua le meurtre des 2 voyous. Après longue réflexion, Li Tang décida de se rendre. Il emballa l'arme du crime dans un sac et appela la police. Ces derniers pensèrent qu'il appelait à propos de la convocation judiciaire, et lui demandèrent de venir à 21h pour un interrogatoire. Au commissariat, M. Kang expliqua comment il avait tué les garçons, mais le détective Zhang soupçonnait qu'il protégeait quelqu'un. Une des victimes avait des brûlures de cigarettes sur le visage, mais Kang prétendait avoir arrêté de fumer depuis longtemps. La blessure fatale était du côté droit du cerveau, alors que Kang était gaucher. Faute de preuves, Kang fut relâché. À sa sortie du poste, il fut percuté par la voiture de la mère de l'un des garçons. Par chance, il ne fut pas grièvement blessé. Le détective Zhang lui demanda s'il connaissait le véritable meurtrier, mais Kang persista, c'était lui. Plus tard dans la nuit, Li Tang transféra de l'argent à sa mère ainsi qu'au propriétaire du magasin. En sortant, 2 voleurs lui arrachèrent son sac. En découvrant qu'il ne contenait pas d'argent, ils le jetèrent dans la rivière. Toutes les armes utilisées sombrèrent au fond de l'eau. À l'hôpital, M. Kang repensa à la nuit du crime. Il avait reçu un message anonyme l'encourageant à se venger, ajoutant que « on s'occuperait du reste ». Avec ce courage nouveau, il avait suivi les 2 garçons dans une ruelle, pour découvrir qu'ils avaient déjà été punis par Li Tang. Blessé au bras, Li Tang avait été conduit à l'hôpital. M. Kang l'avait croisé, l'avait suivi en fauteuil roulant, mais était tombé accidentellement.
Li Tang s'était retourné et lui avait demandé s'il avait besoin d'aide. Kang l'avait d'abord remercié, puis l'avait averti, la police était dans l'hôpital. Il fallait qu'il s'enfuit. Une fois seul, Kang pensa à sa fille bien-aimée. Sa vengeance accomplie, il décida de la rejoindre dans l'autre monde. Au loin, le détective Zhang vit Li Tang s'enfuir et se lança à sa poursuite. Mais il reçut un appel urgent de l'hôpital. L'état de Monsieur Kang avait empiré. Il dut interrompre la traque. Depuis que Li Tang avait disparu, sa sœur était partie au magasin où il travaillait. On lui annonça qu'il n'y était pas venu depuis plusieurs jours. Elle paya ses dettes et le gérant retira sa plainte. 4 mois passèrent. Un soir, un procureur ivre appela un chauffeur privé, monta dans la voiture et s'endormit. Le lendemain matin, on retrouva son corps flottant dans la rivière. La police forma une unité spéciale pour enquêter sur 3 affaires de meurtre, mais aucune avancée ne fut faite. L'unité fut dissoute, et le détective Zhang hérita de toutes les enquêtes. Pour aller plus vite, il fit appel à un hacker du nom de Robin. Robin était passionné par les affaires de meurtre et avait déjà été arrêté par Zhang pour avoir piraté les serveurs de la police. Après avoir lu les rapports sur les 4 meurtres, il ne pensait pas qu'il s'agissait d'un tueur en série. Les 3 premiers cas semblaient impulsifs, accidentels, et l'arme utilisée était contondante. Mais dans le cas du procureur, il s'agissait d'un couteau, planté précisément dans le cœur. Si le même auteur était derrière tous ces meurtres, cela signifiait qu'il évoluait. Robin s'interrogea. Pourquoi ce tueur ciblait-il uniquement des criminels non repentis? Le détective Zhang, intrigué par les détails que Robin connaissait, l'interrogea en salle. Robin affirma qu'il avait tout lu en ligne. Le détective, sans preuve directe, le renvoya chez lui mais le plaça sous surveillance. Le lendemain, alors que Robin nettoyait sa maison, on sonna à la porte. C'était Li Tang, porté disparu depuis 4 mois. Robin l'avertit immédiatement. Un détective doté d'un instinct de chasseur était à ses trousses. Après avoir entendu cela, Li Tang prit la fuite, mais croisa un agent de police qui le stoppa pour un contrôle. Non loin, le détective Zhang reconnut Li Tang et ordonna son arrestation. Il monta en trombe à l'étage, accusant Robin et Li Tang d'être complices dans les meurtres. Des années plus tôt, un tueur poursuivi par Zhang avait échappé à l'arrestation grâce à l'aide de Robin. Mais face aux accusations, Robin joua l'innocent et déclara ne pas connaître Li Tang. Furieux, le détective Zhang perdit le contrôle et frappa Robin. Au même moment, le livreur arrêté ne s'avéra pas être Li Tang. Pire encore, une plainte pour violence policière fut déposée contre Zhang. Robin avait diffusé en direct toute la scène, montrant au monde entier le passage à tabac. Zhang fut suspendu pour violation de domicile et usage excessif de la force. Le lien entre Robin et Li Tang remontait à 4 mois auparavant. Après avoir fui l'hôpital, Li Tang retourna chez lui, laissa une lettre d'adieu pour ne pas impliquer sa famille, puis disparut. Il erra dans plusieurs villes pendant une semaine. Un jour, dans le métro, il rencontra Robin et découvrit qu'il était l'homme mystérieux qui lui avait écrit. Robin ne montra aucune hostilité, et Li Tang baissa peu à peu sa garde. Robin lui raconta qu'il recherchait le tueur depuis la première affaire. Ce n'est qu'en aidant Monsieur Kang à venger sa fille qu'il découvrit que Li Tang était celui qu'il cherchait. Ensuite, il étudia les 3 affaires et remarqua un point commun. Toutes les victimes étaient des déchets humains, et les preuves disparaissaient toujours sans explication. Robin croyait que c'était soit une chance extraordinaire, soit un don surnaturel que Li Tang possédait, la capacité de sentir le mal. Il lui proposa alors un partenariat, comme Batman et Robin, pour faire régner la justice et éliminer les ordures de ce monde. Cette nuit-là, Li Tang découvrit une pièce secrète chez Robin. À l'intérieur, des piles d'argent, des dossiers d'enquête et toutes sortes d'armes. Il en choisit une, enfila la veste de Robin et partit. Il voulait savoir s'il avait vraiment ce don. Dans une rue bondée, il heurta un procureur. Il se déguisa en chauffeur, le kidnappa et l'emmena au bord d'une rivière. Le procureur supplia, affirmant qu'il n'avait rien fait. Robin arriva à ce moment-là, débloqua le téléphone du procureur et découvrit d'innombrables vidéos compromettantes de jeunes filles innocentes. À cet instant, Liang comprit qu'un pouvoir supérieur l'avait envoyé pour protéger ce monde. Cette fois-ci, il n'éprouva aucune culpabilité. Le lendemain, Li Tang trouva un emploi de livreur. Pour le protéger, Robin lui forgea une nouvelle identité. Les jours suivants, Robin lui fournit des informations sur des criminels, et Li Tang les élimina un à un. En seulement 4 mois, ils commirent plusieurs meurtres, transformant Séoul en une version miniature de Gotham. Pour mieux se cacher, Li Tang déménagea à Buzuzan et travailla dans un supermarché. Là, il rencontra Un Séan, une caissière jolie mais distante, visiblement marquée par un passé difficile. Elle semblait très mal à l'aise quand les hommes la regardaient. Un jour, un client l'agressa verbalement. Li Tang intervint et le remit à sa place. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient tous deux de garde, Un Séan engagea la conversation. Ils découvrirent qu'ils avaient beaucoup de points communs.
Tous deux évitaient de parler de leur passé et gardaient leur distance avec les autres. Li Tang restait discret, mais il avait le sentiment de l'avoir déjà vu quelque part. Il s'avéra qu'Inséan avait eu un ex-petit ami abominable qui avait diffusé des vidéos intimes d'elle. Pour échapper à ce cauchemar, elle avait changé d'identité et déménagé à Buzuzan. Sa mère voulait qu'elle rentre à la maison, mais Inséan restait fixé sur un homme qui la regardait de loin. Elle fonça vers lui et lui demanda pourquoi il la fixait. L'homme expliqua qu'il croyait la reconnaître. C'était son ancien camarade de classe, Sang Min. Avant de partir, Sang Min lui demanda son numéro, mais elle refusa. Peu après, elle reçut un appel de lui. Il prétendait être victime de chantage et avoir besoin de parler. Par compassion, elle accepta de le voir. Sang Min déversa ses malheurs, il avait perdu son emploi et sa copine à cause d'une escroquerie. Touché par son histoire, Inséan le consola. Cette nuit-là, un peu ivre, ils se confièrent et finirent par coucher ensemble. Mais Inséan ignorait qu'elle avait été piégée une fois de plus. Ce jour-là, Sang Min avait en réalité trouvé le numéro d'Inséan dans une poubelle et inventé toute l'histoire de chantage. Il n'avait jamais rompu avec sa copine. En fait, il était même sur le point de se marier avec elle. Après avoir déposé sa fiancée, Sang Min s'était précipité à Buzuzan pour revoir Inséan. En passant près d'eux, Li Tang ressentit qu'un drame allait se produire. Avant d'aller dormir, Sang Min posa son téléphone face contre la table. Inséan remarqua qu'il semblait cacher quelque chose. Elle attrapa l'appareil et découvrit une invitation de mariage à son nom. Sang Min lui arracha le téléphone, mais elle le gifla violemment. Furieux, il l'accusa d'avoir cherché à le séduire. Inséan éclata en sanglots, menaçant de révéler sa vraie nature à sa fiancée et à ses collègues. Perdu, Sang Min la saisit violemment par le cou. Inséan ne se doutait pas que ce bref moment de bonheur allait lui coûter la vie. Après l'avoir tué, Sang Min maquilla la scène pour faire croire à un incendie accidentel. Le lendemain, il se rendit à l'hôpital pour un contrôle et apprit qu'il avait contracté la gonorrhée. D'abord, il crut que c'était Inséan qui la lui avait transmise. Mais sa copine lui avoua alors qu'elle l'avait trompé, et que c'était elle qui était infectée. Le karma semblait bel et bien réel. Par ses collègues du supermarché, Li Tang apprit qu'Inséan avait été assassiné. Tandis qu'il réfléchissait à tout cela, un homme étrange l'observait de loin. Li Tang sentit le danger et tenta de s'échapper, mais il aperçut le détective Zhang à l'entrée. Pris de panique, il courut vers l'entrepôt, où il fut stoppé par l'inconnu. L'homme lui reprocha la médiocrité de ses meurtres passés, puis l'invita à discuter ailleurs. Un bruit soudain retentit et Li Tang s'échappa en courant. Lorsque le détective Zhang arriva, les deux hommes avaient déjà disparu. Depuis sa suspension, Zhang avait continué à surveiller Li Tang. Son collègue l'informa récemment qu'il s'était enfui à Buzuzan, où de nouveaux meurtres avaient été commis. Zhang soupçonnait de plus en plus que Li Tang était le véritable tueur. Lors de l'interrogatoire des employés du supermarché, le gérant reconnut Li Tang sur une photo et donna son adresse. Le détective s'y rendit immédiatement. Pendant ce temps, l'homme mystérieux entra dans une supérette et surprit des habitants en train de parler d'une dispute entre Inséan et quelqu'un, la nuit du crime. Il retrouva ensuite Sang Min, se présenta comme l'inspecteur Sang Chan et montra sa plaque. Sang Min, nerveux, l'invita chez lui. Sean alla droit au but et posa des questions sur la mort d'Inséan. Sang Min avoua l'avoir trompé, mais nia l'avoir tué. Sean éclata de rire, puis sortit de son sac de la corde et du ruban adhésif. Terrifié, Sang Min menaça d'appeler un avocat. Sean l'ignora et l'attacha. Après une persuasion amicale, Sang Min finit par avouer le meurtre et écrivit une confession complète. Mais Sean n'avait aucune intention de le relâcher. Il nettoya la scène, puis fabriqua une bombe artisanale à l'aide d'une plaque de cuisson. Au moment où il sortait, la police arriva, et fut prise dans l'explosion. Le détective Zhang arriva à l'appartement de Li Tang, mais ne trouva aucune trace de lui. Quelques instants auparavant, Li Tang avait vu un jeune garçon dans l'ascenseur et avait ressenti un mauvais pressentiment. Il partit immédiatement. Le garçon, vexé d'avoir été ignoré, vola la clé du poste de sécurité et aspergea l'appartement de Li Tang avec un extincteur. Li Tang errait dans les rues. Le monde en dehors du supermarché était tout aussi pourri, avec des pervers qui touchaient les femmes dans le métro. Il se réfugia dans un cybercafé, décidé à fuir ce monde, ne serait-ce que temporairement. Sean retourna à Séoul et pénétra discrètement chez Robin. Ils étaient en réalité d'anciens partenaires. Bien avant Li Tang, Sean avait été l'allié de Robin dans leur combat contre le mal. Mais aux yeux de Sean, le monde était rempli de nuisibles inhumains. Il tuait sans aucun remords. Avec le temps, Robin comprit que Sang Chan était un véritable psychopathe. Il ne tuait pas par justice, mais pour le plaisir. Leur collaboration s'arrêta net. Maintenant, Sean demandait à rencontrer Li Tang. Il voulait voir ce que ce nouvel héros avait de si spécial.
Avant de partir, il déroba un livre caché dans un coffre. Robin tenta de l'en empêcher, en vain. Ce livre contenait tous les secrets de Lee Tang. En sortant, Sean croisa un policier. Ce dernier le reconnut comme l'homme que le détective Zhang recherchait. Sans pitié, Sean le jeta dans les escaliers, le rendant paralysé à vie. Pour ne pas être inculpé, Robin se rendit de lui-même à la police et proposa de coopérer. Il espérait aussi que ce fou furieux de Sean serait arrêté rapidement. Mais le détective Zhang ne lui faisait pas confiance. Dans le passé, c'était à cause de Robin qu'il avait échoué à capturer Sean. Il le mit en garde, ne t'implique plus. Pendant ce temps, Sean traquait de nouvelles proies. 2 enfants de riches enfreignaient le code de la route et insultaient des aînés. Sean les kidnappa. Il tua immédiatement le garçon. La fille, à genoux, le supplia. Il lui ordonna d'écrire tous ses crimes, ne pas assister aux cours, parler en classe. Pour lui, cela valait la peine capitale. Une fois la confession écrite, il la tua froidement. Mais cette jeune fille était la petite-fille d'un grand patron. Celui qui résoudrait l'affaire aurait une promotion immédiate. Les supérieurs réintégrèrent donc Zhang et lui ordonnèrent de capturer le tueur. Déterminé à venger son collègue blessé, il accepta sur le champ. Pour éliminer Song Chan, Robin se rendit seul au siège de la grande entreprise et remit toutes les informations qu'il avait sur lui. À ce moment-là, Lee Tang appela. Depuis qu'il s'était caché, il était hanté par des hallucinations de Song Chan. Il demanda à Robin d'organiser une rencontre. Cette nuit-là, en suivant les instructions de Song Chan, Lee Tang arriva dans une salle de bal abandonnée. Song Chan voulait le recruter comme nouveau partenaire. Pendant qu'il parlait, Robin, guidé par un traceur, arriva avec les hommes de main de l'entreprise. Lee Tang refusa l'offre de Song Chan, affirmant qu'il avait déjà un partenaire. Sean l'avertit, ne fais pas trop confiance à Robin. Il t'abandonnera dès que tu feras une erreur. Liang, silencieux, tenta alors de l'attaquer. Il détestait et craignait ce fou. Mais Sean était vigilant et le neutralisa facilement. Alors qu'il allait le tuer, les hommes armés firent irruption. Liang profita de l'agitation pour s'échapper. Dehors, il trouva Robin ligoté. Il lui arracha la bande et lui demanda pourquoi il avait conservé le livre. Robin expliqua que tout se déroulait comme prévu, et lui demanda de lui refaire confiance. Mais Lee Tang éclata en sanglots. Il n'en pouvait plus d'être traqué par la police et par des fous. Soudain, un coup de feu retentit. Sean avait ouvert le feu. À lui seul, il élimina une dizaine d'hommes. Quand la police arriva, Sean avait déjà disparu. Le lendemain, les enquêteurs passèrent en revue les caméras autour du bâtiment et retrouvèrent sa dernière position. Mais Sean, ayant senti le danger, avait déjà quitté les lieux. Ne restaient que des piles de confessions manuscrites, les aveux que ses victimes étaient forcées d'écrire avant de mourir. Le détective Zhang comprit que la prochaine cible de Sean serait le président. Pendant ce temps, Sean retrouva la secrétaire du président. Après une conversation faussement aimable, il obtint l'adresse du vieil homme. Le président, en deuil, passait du temps avec une jeune fille du même âge que sa petite-fille défunte. Sean avait mené une enquête complète sur ces crimes. De la pègre aux hautes sphères du gouvernement, le président avait des alliés partout. Même en prison, il avait des protecteurs. Le pire, des centaines de morts causées par la démolition illégale de ces bâtiments. Pour Song Chan, un tel déchet humain méritait d'être éliminé. Le détective Zhang arriva alors, arme au poing, et ordonna à Sean d'arrêter. Mais ce dernier utilisa la vie du président comme levier. Puis, il reconnut le policier. Des années plus tôt, il avait travaillé avec le père de Zhang. Celui-ci avait découvert que Sean avait eu une liaison avec sa mère, et qu'il avait battu son père jusqu'à le rendre végétatif. Song Chan, toujours provocateur, se laissa arrêter volontairement. Au début, la police crut que l'affaire était close. Mais durant son transfert, Sean réussit à tromper les agents, brisa ses menottes et neutralisa tous les policiers à main nue. Il fut le seul à sortir du fourgon, disparaissant dans l'ombre. De son côté, Robin acheta une voiture d'occasion pour fuir avec Lee Tang dans un endroit introuvable. Cette nuit-là, tous deux s'allongèrent dans la voiture, chacun perdu dans ses pensées. Robin évoqua son passé. Un matin, il s'était réveillé et avait trouvé ses parents morts dans leur sang. La police parla d'un cambriolage. Il avait rêvé de vengeance, mais se sentait impuissant. Jusqu'à ce qu'il rencontre Song Chan, et choisisse de faire justice grâce à la force d'un autre. Lee Tang, silencieux, ne répondit rien. Le lendemain matin, ils virent à la télévision un avis de recherche pour Song Chan, mais à leur stupeur, leurs propres visages apparurent aussi. La police les avait déclarés membres d'une organisation criminelle. Liang se sentit désemparé, incapable de faire quoi que ce soit correctement. Robin le réconforta. Il voulait fuir avec lui vers un pays chaud. Pour sécuriser leur départ, Robin contacta un médecin de confiance et se cacha dans sa clinique.
L'intermédiaire arrangea bientôt leur passage clandestin. Mais sur la route du port, Robin reçut un appel de Sang Chan. Ce dernier avait jeté son téléphone dans une autre voiture pour brouiller la piste, puis il attaqua la clinique. Le médecin lui révéla où se cachait Robin. Pour protéger Lee Tang, Robin prétendit qu'il voyagerait dans 2 voitures séparées. Mais Lee Tang, méfiant, avait dissimulé un traceur sur le téléphone de Robin. Il arriva au port, mais Robin ne vint jamais. Il était retourné à Séoul pour voir le détective Jang. Il lui déclara connaître la cachette de Sean et l'implora d'agir vite. Pendant ce temps, Sean, un bouquet de fleurs à la main, visita le père du détective Jang à l'hôpital. Le détective ne faisait toujours pas confiance à Robin. Il lui conseilla de se rendre pour réduire sa peine. Juste alors, il reçut un appel du médecin. Quelqu'un avait retiré le masque à oxygène de son père, il venait de mourir. Fou de rage, Jang quitta l'hôpital. Il comptait utiliser Robin pour retrouver Sean et venger son père. Lee Tang trouva une lettre d'adieu dans son sac. Il comprit que Robin voulait endosser tous les crimes. Après une courte hésitation, il vola une moto et se rendit à l'endroit où ils s'étaient séparés. Il consulta le traceur. Robin était déjà revenu à Séoul. En route, Robin supplia le détective de laisser Lee Tang en dehors de tout cela, et promit d'aider à capturer Sang Chan. Il montra des vidéos du procureur humiliant des jeunes filles, prouvant que toutes les victimes de Lee Tang méritaient leur sort. Le détective Jang lui rétorqua « Tu n'as pas le droit de décider qui doit mourir ». Mais Robin lui lança « Et les faibles, que doivent-ils faire quand la loi protège les puissants ?» Jang ne sut quoi répondre. Finalement, Robin dit qu'après cette affaire, il accepterait son châtiment. Le détective accepta son plan. Robin rencontra Sang Chan dans une usine abandonnée. Sean menaça de le tuer, puis de s'occuper de Lee Tang. À ce moment précis, le détective Jang apparut et pointa son arme. Robin ne s'attendait pas à ce que Lee Tang, qui devait s'enfuir, soit aussi présent. Sang Chan, excité par l'affrontement, tira le premier. Lee Tang contre-attaqua, aidé de Robin. Malheureusement, ce dernier fut touché et s'effondra. Liang s'écroula, hurlant contre Sean « Pourquoi ruines-tu ma vie ?» Sean avoua être jaloux de sa capacité à détecter le mal. Il voulait lui prouver qu'il n'avait rien de spécial. Mais il croyait que le monde avait besoin de gens comme lui et Lee Tang pour éliminer les ordures humaines. Le détective Jang lui dit d'arrêter ses excuses. Sean, imperturbable, raconta son passé. Son père était un meurtrier. Il s'était toujours entraîné plus dur que quiconque. Mais son supérieur, M. Jang, ne l'acceptait pas. Un jour, une cantinière voulait retourner à Yambian. Tous les collègues firent une collecte, sauf Jang, qui donna seulement une boîte d'herbes médicinales. Peu après, la femme fut arrêtée pour trafic de drogue. La boîte contenait la drogue. Jang utilisait la femme comme mule depuis des années. Ce jour-là, Sean jura de faire justice à sa manière. Il termina son récit en révélant que la mère du détective Jang avait eu une liaison avec un autre policier, aujourd'hui supérieur de Jang. Puis il éclata de rire. Lee Tang tenta de l'achever, mais Sean lança une attaque surprise. Le détective Jang lui tira dessus. Quand tout fut terminé, Lee Tang était prêt à se rendre. Le pistolet était vide. Le destin avait tranché. Le détective choisit de le laisser partir. Peu après, un incendie se déclara dans l'usine. Lee Tang tenta de sauver Robin, mais des planches lui tombèrent dessus. Il partit en pleurant. Le carnet contenant les crimes de Lee Tang brûla entièrement. L'unité spéciale reprit l'affaire. Ils découvrirent que Sang Chan avait tué 30 personnes en 5 ans. Robin fut considéré comme son complice. Aucun lien ne fut établi avec Lee Tang. Tout avait été orchestré par Robin pour protéger Lee Tang. Il avait laissé exprès la salle secrète avec ses empreintes, modifié ses dents pour correspondre à une morsure retrouvée sur un fruit sur la scène d'un crime, et effacé toute trace de son ami. Une agente demanda à Jang si Lee Tang était impliqué. Après un court silence, il décida de garder le secret. Peu après, le parquet abandonna toutes les charges contre Lee Tang, faute de preuves. Suivant le dernier vœu de Robin, Lee Tang s'installa aux Philippines. Un jour, il fut arrêté pour séjour illégal. Un policier lui demanda pourquoi un homme sans casier avait fui si loin. En entendant la nouvelle, Lee Tang retourna aussitôt en Corée du Sud. Peu après, un autre meurtre eut lieu. La victime, un célèbre kidnappeur. Seul le détective Jang savait que le justicier de l'ombre était revenu.